Bonjour, on est le 17 septembre 2020 avec une très belle journée qui s'annonce en perspective. Je vous promets que ces jours-ci vont être très très bons. Donc on peut s'attendre d'avoir un tel temps jusqu'au le 25 septembre. C'est-à-dire qu'il faut profiter absolument de cette très belle clarté. Et je le répète, ces jours-ci, parce que les jours se suivent et se ressemblent, avec une chaleur apportée qui est bénéfique pour, voilà, pour la santé et pour le corps en général et pour, voilà, pour le moral et tout ce qui s'ensuit. Voilà, voilà, quand on travaille, je veux dire, avec un temps pareil, ben, je veux dire, c'est agréable. Alors, ceci étant dit, je vais vous faire une petite vidéo par rapport à ce qui a été vu auparavant. Alors, je vous rappelle que la dernière vidéo en date que j'avais établie était une vidéo qui correspondait, bon, pour autant que le curseur souris apparaît, parce que je ne le vois plus. Je ne sais pas où est-ce qu'il est le curseur souris. Tiens, voilà. Oui, il est là. Alors, je vous disais que le dernier exercice en date était celui-ci. C'est-à-dire, je vais le reprendre. Alors, je vais vous expliquer exactement ce que je vais faire. Rappelez-vous que cet exercice, dans une des vidéos réalisées, bon, juste hier, hein, bon, elle a été faite hier, voilà, c'était un prélèvement d'une quantité d'eau d'un chauffe-eau, connaissant sa puissance. Voilà. Alors on demandait combien de litres fallait-il, combien de litres d'eau à 95 degrés peut-on prélever par minute d'un chauffe-eau électrique de 1,6 kW silo entre la température initiale de 14 degrés. Bon, donc on avait la température initiale, la température voilà, de départ, et le corps de chauffe faisant en sorte que l'élévation de température faisait monter de 14 à 95, ce qui était beaucoup ici. Hein. Bon, vous comprendrez que là, il faut apporter beaucoup plus de chaleur que si on monte de 14 à 25, ou de 14 à 30, ou de 14 à 50. Ici, on va de 14 à 95, ce qui veut dire que le différentiel de température fait voilà, 81-82 degrés, quelque chose comme ça. Exactement, si vous voulez que je vous donne le différentiel, la soustraction, voilà, 95 moins 14, ça fait bien 81 degrés Celsius. Voilà, donc en fait, plus le différentiel de température est grand, plus il faut apporter une chaleur nécessaire. Parce que vous savez très bien, d'après les théories que j'ai établies auparavant, c'est que la chaleur, et ça on le sait depuis des siècles, hein, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est bon, les grands savants de départ qui commençaient voilà, à être en contact avec les notions de chaleur pour tenter de savoir ce qu'était la chaleur, comment pouvait-on la cerner. Voilà, et donc la chaleur est la cause qui va provoquer une variation de température. Donc on sait très bien que quand on chauffe un corps, ben, il y a une variation de température, si ce n'est que quand il y a une variation, enfin quand il y a un changement d'état, là, on sait très bien qu'il n'y a pas de variation de température, mais qu'il faut un apport de chaleur. Bon. Donc la chaleur sert à deux choses, soit te faire augmenter la température, ou soit changer d'état. Bon, ici on n'est pas dans les changements d'état, on est tout simplement dans les cours de chauffe qui vont... un corps de chauffe n'est tout autre, n'est rien d'autre, je m'excuse, n'est rien d'autre qu'un convertisseur voilà, d'énergie. Si je prends par exemple un chauffe-eau, comme c'est le cas ici, mais le chauffe-eau n'est rien d'autre qu'un convertisseur d'énergie électrique en chaleur. Bon, voilà, donc ce qui veut dire qu'on a là un convertisseur parce qu'on a besoin de chaleur. Mais on a une énergie électrique, vous savez que les centrales distribuent de l'électricité, ben, on va l'utiliser à bon escient pour s'éclairer, voilà, pour refroidir des aliments, pour réchauffer des aliments. Bref, l'électricité, là, à bon escient, pour être utilisée à des fins utiles. À des fins utiles. Et donc, ça dépend ce que vous voulez en faire de cette électricité, mais il se peut qu'il faille, vous avez un besoin, il se peut que vous ayez un besoin de réchauffer un plat, voilà, pour faire de la cuisine. Mais généralement, bon, on pense à chauffer de l'eau, par exemple pour prendre un bain, voilà, pour prendre un bain, voilà, pour utiliser de l'eau chaude pour faire un café, Donc voilà, là à ce moment-là, voilà, on pense voilà,
à chauffer de l'eau, et donc là il faut un corps de chauffe. Par exemple un chauffe-eau. Là-dedans il y a une résistance électrique qui va chauffer voilà, l'eau. On peut avoir même des ballons prêts d'eau chaude. Donc vous réchauffez une quantité, et la quantité d'eau chaude elle est prête. Directement prête à être utilisée. Ce qui veut dire que là on a un débit qui peut sortir d'eau chaude parce qu'elle est déjà prête. Par contre l'eau chaude d'un chauffe-eau, il faut attendre qu'elle chauffe. Elle vous donnera un débit en fonction de la variation justement de cette température-là que je vous disais. De 14 à 95, c'est énorme. 14 à 95, voilà. Je vous ai dit que le débit, il est petit là. On a un petit débit horaire. Pourquoi? Parce que la température est grande à chauffer. C'est ça que je vous disais. Alors si vous voulez avoir une eau prête, à ce moment-là, il faut partir à partir de l'eau chaude d'un ballon. Vous avez un ballon de 100 litres, vous utilisez directement, vous avez directement 100 litres qui est prête. Voilà, vous devez pas, voilà, l'eau ne doit pas, vous n'aurez pas un débit qui, voilà, mais ici on a 14,95 qui fait 81 degrés, ça se comprend que on a un petit débit. Voilà. En plus de ça, la masse d'eau ici, les deux, bon, voilà, on a un petit, on a un grand différentiel de température. Et la puissance ici, elle est petite. Hein. 1,6 kW, c'est petit. C'est 1600, voilà, 1600 watts, mais c'est petit. Si vous voulez une plus grande puissance, oui, vous avez, pour monter de 14 à 95, vous allez avoir un plus grand débit avec 5 kW que 1,6 kW. Bon. Ceci étant dit, ça c'est, voilà, un exercice qui a été établi, bon, hier, j'ai fait l'exercice hier dans une vidéo, au travers d'une vidéo, bon, qui datait, hier on était le 16 septembre, puisqu'aujourd'hui on est le 17. On est le 17 septembre. Alors vous pouvez aller la rechercher, je sais pas dans quoi, j'ai mis chauffe-eau, vous tapez chauffe-eau, vous allez la voir. Ou prélèvement, je ne sais pas ce que j'ai mis, voilà, mais peut-être que j'ai mis chauffe-eau. Vous allez voir, de toute façon, elle est dans la playlist calorimétrie. Bon, ceci étant dit, maintenant, je vais faire la démonstration complète, voilà, du calcul d'une petite installation de cette, voilà, telle que celle-ci. Petite installation qui nécessite un convertisseur que j'appellerais source. Hein, bon, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un convertisseur. Il est vrai à 100% que c'est un convertisseur. Mais maintenant, on peut appeler ça voilà, source d'énergie. Hein. Voilà, source d'énergie calorifique. Par exemple, le chauffe-eau, c'est une source d'énergie calorifique. Mais en vérité, c'est pas tout à fait une source. Hein, parce que dans le premier principe, rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui veut dire qu'on a la conservation de l'énergie, que l'énergie est conservée au niveau voilà, de l'univers. Donc ce qui fait que quand on utilise l'énergie, quand on la prend quelque part, voilà, on la prend quelque part, mais elle va être restituée, elle va être rendue, je veux dire, au monde extérieur. Ce qui veut dire que l'énergie en total, en global, elle est conservée. Elle est conservée, si ce n'est qu'on a fait une conversion de forme d'énergie. Voilà. Donc, toutes les formes d'énergie, toutes les énergies sont, je veux dire, peuvent être, je veux dire, transformées en une autre forme. Et donc, au bout du compte, on a une conservation. Maintenant, il est vrai qu'on a des pertes. Hein. On n'est pas dans des systèmes idéalisés. On a des pertes calorifiques. Voilà, il y a toujours des pertes. Voilà. C'est pour ça qu'on établit, si vous voulez, des rendements théoriques. Des rendements théoriques et des rendements réels. Théoriques et réels. On sait voir un rendement théorique et on sait voir un rendement réel. Voilà. Alors, ici, je vais faire justement une installation, enfin le calcul, en utilisant directement, et je le ferai via Excel ici, enfin Excel ici, c'est pas Excel, hein, je sais pas, c'est une forme, voilà, une forme parallèle d'Excel, je sais pas c'est quoi, je sais plus comment on appelle le logiciel, je pourrais vous le dire, mais bon, j'ai pas le nom. Microsoft Starter, quelque chose comme ça, voilà, c'est Microsoft Office Starter ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est pas Excel. Il me manque plein de fonctionnalités ici d'Excel, j'ai même pas voilà, des programmes sous-jacents qui sont voilà, qu'on retrouve dans Excel. Ici, c'est juste bon, un petit programme qui est allégé d'Excel, très allégé d'Excel. On ne retrouve pas les fonctionnalités d'Excel. Voilà, alors, enfin, on retrouve une partie des fonctionnalités d'Excel, mais sans plus. Et ça ressemble à Excel, mais c'est pas parce que ça ressemble à Excel que c'est forcément de l'Excel. Voilà. Alors, ici, je vais faire calculer une installation, je veux dire, du même type d'exercice, hein, mais cette fois en utilisant directement des formules. Donc ici, j'ai développé ici tout voilà, toutes les conversions possibles et imaginables pour arriver à trouver la réponse. Mais généralement, on fait jamais ça comme ça.
Voilà. Je l'ai fait une fois, mais je le ferai. Enfin, je le ferai en cours, c'est pas ça. Parce que avant d'arriver à démontrer une formule, il faut quand même passer par des, voilà, des traitements tels que ceux que vous avez en face de vous ici. C'est-à-dire qu'ici, j'ai fait les pleins traitements. Les pleins traitements, c'est-à-dire que tous les traitements étaient faits de A à Z pour aboutir, je veux dire, à l'exigence souhaitée par, enfin, l'exigence euh, qui doit être satisfaite par le, voilà, l'énoncé. Il y a un énoncé, voilà, on fait une petite étude de l'énoncé, et le but du jeu, c'est d'arriver à la finalité, c'est-à-dire à répondre à la question. Répondre à la question nécessite des traitements. Voilà. Donc, et quand les traitements sont réalisés correctement, vous avez la réponse, ben, l'énoncé est satisfait. Enfin, satisfait. Bon, c'est pas une personne qui est satisfaite, voilà, je veux dire, mais c'est l'énoncé. euh, on a répondu à l'énoncé. On a répondu à l'énoncé. Donc l'énoncé a bien sa réponse. Voilà. Au travers de traitement. Bon. Alors maintenant, je vous dis que ça, je l'ai fait pour ce cas d'exercice, mais je vais faire une formule généralisée de ça. Une formule généralisée, et c'est le but de cette vidéo. Donc c'est-à-dire que la prochaine fois, il n'y a plus de traitement à faire. Vous tapez juste je vais faire un petit programme qui va, je veux dire, on va entrer les données, on va trouver tout de suite ce qu'il faut. Bon. Alors, la première question à savoir, c'est qu'est-ce qu'on demandait ici? C'est ça, qu'est-ce qu'on demandait? Qu'est-ce qu'on avait en possession et qu'est-ce qu'on a en possession dans une installation, voilà, telle que celle-ci? Mais en fait, la première des choses à savoir, c'est qu'on a besoin de la variation de température. Voilà, on a besoin d'une variation de température. Donc, j'aurais besoin de température. Voilà. Et qu'est-ce qu'on cherche? Bon, on cherche un débit. Voilà. Combien de litres d'eau peut-on prélever par minute? Alors moi, je vais prendre un cas de figure où je n'aurai pas forcément que de l'eau. Mais ce sera de l'eau dans l'installation, effectivement. Bon, on chauffe avec de l'eau. Mais je vais faire en sorte que ce sera valable pour n'importe quel fluide calorifique. Bon, donc ça va aller au-delà de l'exercice qui est là. Mais j'aurai une formule généralisée, c'est ça que je veux dire. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? De la puissance d'office. Bon, quand on fait une installation, la première des choses qu'on installe, c'est la puissance par rapport à ce qu'on veut. À ce qu'on veut. Maintenant, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que trop de puissance, ça sert à rien. Vous êtes en surcapacité, ça sert à rien. Même si vous avez un petit problème, bon, une fois, c'est pas ce une fois qui doit faire en sorte. Là, ce une fois, ce problème d'une fois, ben, il faut savoir le résoudre autrement. Voilà. Parce que avoir une installation surcapacité, parce que vous risquez d'avoir un petit problème une fois, ben, je veux dire, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, c'est pas grave, ça, il faut solutionner le problème autrement. Hein. On ne va pas commencer à faire des centrales surdimensionnées. Voilà, alors qu'il apparaît peut-être qu'on ait des pics très importants deux, trois fois à l'année. Mais on ne va pas faire des hypercentrales surdimensionnées en surcapacité parce qu'il y a trois pics pendant l'année. Là, à ce moment-là, on essaie de gérer voilà, les problèmes autrement. En ce moment, on se met en contact avec d'autres centrales qui vont fournir, je veux dire, pour ces pics-là, je veux dire, de l'énergie. Donc on décharge, à ce moment-là, quand il y aura des pics, on décharge directement via d'autres centrales. Donc on fait appel à d'autres centrales. Donc on appelle au secours d'autres centrales. Voilà, donc ici, il faut penser à ça. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a un petit pic deux, trois fois par année que ça y est, il faut faire une dimension en surcapacité. Parce que n'oubliez pas que ça coûte. Hein. La surcapacité, c'est bien d'avoir voilà, 20 watts, 20 kW ou 30 kW, ouais, c'est bien. Mais il faut savoir payer tout ça. Hein. Voilà, déjà, une installation à 30 kW n'est pas une installation à 15 kW, n'est pas une installation à 10 kW. Les installations, plus la puissance est importante, plus vous paierez, je veux dire, l'installation qui coûte cher. Hein. Voilà. Sans compter la consommation voilà, d'électricité en fonction du nombre de kilowatts utilisés. Et donc, généralement, là, ça devient du luxe. Et certains, je veux dire, ne font plus attention à l'énergie. Et ils consomment de l'énergie tout azimut. Donc, ça arrive même que, bon, on ne compte plus. Hein. Il y en a qui utilisent des radiateurs ouverts dans des locaux inoccupés. Hein. Voilà, ça chauffe. Pourquoi? Ben, pour rien. Vous allez me dire, ouais, pour tirer l'humidité. Non, je veux dire, pas forcément. L'humidité, si vous isolez correctement et que vous faites le nécessaire pour l'humidité, ben, je veux dire,
voilà, vous êtes préservé de l'humidité. Il ne faut pas forcément chauffer, voilà, et perdre de l'énergie pour faire disparaître l'humidité. Là, c'est qu'il y a un problème, je veux dire, d'habitat, hein. C'est qu'en fait, il faut revoir, je veux dire, les murs, le traitement des murs, il faut voir l'isolation, il faut voir, voilà, s'il ne faut pas faire voilà, des traitements au mur, s'il ne faut pas voir s'il n'y a pas une source d'humidité, bien sûr, c'est la première des choses. Un, voir s'il n'y a pas une source d'humidité. Voilà, une fois qu'on a établi qu'il y a une source d'humidité, ben voilà, on essaie de solutionner d'abord ça, avant tout. Et puis on regarde la protection qu'on peut mettre sur le mur. Mais si vous mettez une protection qui a toujours la source d'humidité, ça ne sert à rien. Il faut d'abord voilà, couper court à toute source d'humidité. Et puis une fois qu'on a coupé court à toute source d'humidité, ben à ce moment-là, on peut traiter ce qu'on veut. Les murs, le sol, tout ce que vous voulez. Et là, à ce moment-là, là, on n'a plus d'humidité. Là, il ne faut pas chauffer comme la pièce comme un dingue pour enlever l'humidité. Voilà, donc en fait, vous voyez que tout doit répondre, je veux dire, à un schéma qui doit être, qui doit rester, je veux dire, un schéma dans lequel il faut rester cohérent. Alors ceci étant dit, j'en ai déjà dit assez. On va faire cette installation qui va, voilà, faire en sorte qu'on va calculer justement un débit volumique, un débit volumique de fluide, bien sûr, de fluide thermique. Hein, voilà, c'est un débit un débit de fluide thermique. Alors pour ça, je prends une installation de puissance et je vais considérer que là, j'ai bon, un fluide qui arrive, un fluide voilà, froid, enfin froid, d'une certaine température, voilà, et j'ai un départ. Un départ. Bon, je vous rappelle que ça peut être de l'eau sanitaire. Hein. Mais alors, si c'est de l'eau sanitaire, au sein de l'habitation, l'eau chaude sanitaire, c'est un circuit ouvert. Hein. C'est un circuit ouvert au sein de l'habitation. Parce que si maintenant vous allez à l'égout, ben, de l'égout, vous allez vous retourner vers la centrale d'épuration, de la centrale d'épuration, vous retournez ben, voilà, dans l'habitation. Donc ça fait un cycle. Voilà, ça fait un cycle. Voilà. Donc, oui, c'est un circuit ouvert, l'eau chaude sanitaire, parce que c'est rejeté à l'égout, mais c'est un circuit fermé si vous allez à la station d'épuration. Beaucoup de pays ne traitent pas leurs eaux. Je m'excuse, je, je m'absente 2 secondes. Me revoici, je m'excuse de mon absence. Voilà. Donc, vous voyez que ce cas de figure-là est valable pour de l'eau chaude sanitaire, hein, pour de l'eau chaude sanitaire, mais c'est valable aussi pour une chaudière via une chaudière, peu importe, hein, une chaudière radiateur, pour radiateur. Parce que si c'est de l'eau chaude sanitaire, ça veut dire que bon, on va déverser les eaux chaudes. Bon, voilà, si on peut mettre une vanne. Alors je vous rappelle qu'il y a des chaudières qui font eau chaude sanitaire et aussi euh, et chauffage. Chauffage.
eau chaude sanitaire et chauffage. Le tout, c'est de ramener de l'eau chaude, peu importe l'usage. Hein. Bon, on a des chauffe-eau. Pour chauffer l'eau chaude sanitaire, vous voulez de l'eau chaude, ben, vous chauffez par un chauffe-eau. Avec une résistance chauffante. Maintenant, si vous voulez... voilà, et là, il faut ramener de l'électricité, bien sûr. Hein. Je vous rappelle que, bon, normalement, il y a des législations au niveau électrique. Voilà, ici, par exemple, je mets le chauffe-eau électrique qui est du 220 volts, 230 volts, 50 Hz. Monophasé, ici, c'est du monophasé. Bon, il existait des chauffages, enfin, il existe encore des chauffages en triphasé, hein, ça existe. Hein. Il existe des chauffages en triphasé, mais bon, là, la structure du chauffage n'est pas comme celle-ci, c'est pas bon, on va chauffer avec des blocs spéciaux. Hein. C'est des blocs spéciaux, on met du triphasé dessus. Voilà, bon, alors ici, on va mettre, bien sûr, il y a un fil de terre, parce que quand on a un circuit d'eau, généralement, il y a voilà, prise en compte voilà, pour avoir des fuites de courant. Et comme il y a de l'eau, on est dans une salle d'eau, voilà, faire très attention à ça. On met un différentiel, et là, il faut voir les lois sur les réglementations générales des installations électriques. Qu'est-ce qu'elle dit au niveau d'un chauffe-eau, s'il faut mettre un différentiel ou pas. Bon, allez voir la législation, elle est faite pour être lue. Bon, c'est normalisé parce que bon, c'est en cas de problème avec voilà, un incendie, ben, ou voilà, ou quelqu'un qui viendrait mourir d'une installation parce qu'en fait, bon, il y a du CO, etc., etc. On demande que tout soit fait dans les règles de l'art et donc que ça respecte la loi, fatalement, parce que bon, s'il arrive un problème, il y a la question des assurances qui rentre en jeu. Donc là, maintenant, il faut voir aussi si les assurances vont payer, parce que si vous n'avez pas fait de, voilà, de faute, vous n'avez pas commis de faute. Voilà. Donc ici, on a du 50 Hz, électricité. Voilà, ici, on fournit 200 volts, 230 volts, 50 Hz, courant alternatif. Et bien sûr, via un chauffe-eau, et donc on a une résistance, par exemple, si on a un chauffe-eau, on a une résistance chauffante. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des... voilà, bien sûr, on passe par voilà, un système de commande. On peut mettre le chauffe-eau en marche ou l'arrêter. Hein. Voilà, on a une commande. Une chaudière, on a toujours une commande. Alors là c'est un chauffe-eau. Mais j'aurais pu mettre... voilà, donc vous voyez qu'on a l'énergie électrique ici. On a l'eau froide. Et on fait une conversion, c'est un convertisseur électrique chaleur. Donc on aura l'eau chaude. Voilà. Alors le but c'est de réchauffer de l'eau et donc l'eau chaude sanitaire, on en a besoin pour faire la vaisselle, pour faire voilà, pour se laver, hein, prendre un bain, pour la douche, pour la salle de bain, pour la buanderie, dont on retrouve voilà, la machine à laver, les soreuses, on en retrouve de l'eau chaude dans la cuisine pour voilà, pour les entretiens ménagers de la vaisselle, etc., etc. On retrouve le lave-vaisselle, on retrouve tout. Voilà. Voilà, ça c'est la chauffe-eau. Alors ne pas confondre avec la chaudière qui, elle, va distribuer. On a un brûleur d'abord, c'est basé sur base d'un brûleur. Voilà, c'est un corps de chauffe qui va porter la chaleur nécessaire pour chauffer. Bon, c'est tout un système quand même avec régulation en général qui va apporter l'eau chaude. Et là aussi il y a un bloc de commande. Et là, par quoi va-t-on alimenter la chaudière? On peut l'alimenter soit par du gaz. Bien sûr, c'est électrique. Hein. C'est une commande électrique. Bon, et il va brûler du gaz. On va faire une combustion de gaz pour réchauffer l'eau. Voilà. Et là, à ce moment, on va vers des radiateurs. Hein. On va vers des radiateurs. On va vers des radiateurs. Bon, je pourrais mettre... oui. On va vers des radiateurs en circuit fermé.
Donc, ça veut dire que si maintenant j'ai une chaudière pour des radiateurs, à ce moment-là, je fonctionne à circuit fermé. Hein. J'ai de l'eau chaude ici, on va vers les radiateurs, tout ce qui est charge, on va vers les radiateurs. Hein. Voilà. Voilà. Un radiateur, voilà, radiateur de différentes puissances. Hein. Il y a des petits radiateurs, des gros radiateurs, voilà, suivant leur puissance. Alors on raccorde chacun des radiateurs à l'eau chaude, en lui apportant l'eau chaude. Là je raccorde ce radiateur-ci, je raccorde celui-ci à l'eau chaude, je raccorde celui-ci à l'eau chaude. Donc tous les trois ils sont eau chaude. Je vous rappelle que on n'est pas dans le parfait ici. Hein. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire on n'est pas dans le parfait? On a des pertes calorifiques. Toute l'eau en contact avec les métaux va perdre de sa chaleur. Il y aura un rendement. Voilà, il y aura un rendement. Voilà, parce que l'eau va échanger sa chaleur avec tout ce qu'elle est en contact sur tout son passage. Donc elle va perdre de la chaleur sur tout son passage. Voilà. En d'autres termes, perte, c'est beaucoup dire, parce qu'en fait, cette chaleur-là perdue, elle n'est pas tout à fait perdue, parce qu'elle va passer, elle va communiquer, la chaleur va être communiquée par l'extérieur. Donc au bout du compte, elle contribue à chauffer l'extérieur au travers des conduites. Voilà, par exemple, si je prends ici, voilà, ici ça va. Si vous mettez voilà, la chaudière dans la buanderie, ben, il fera chaud dans la buanderie. C'est vrai qu'on a des pertes calorifiques, mais là, dans la buanderie, il fera un peu plus chaud. Donc tout le long du trajet, on aura des pertes calorifiques. Alors à partir de là, ben, l'eau ressort. Voilà, voilà. Dans une deuxième tuyauterie. Voilà. Et bien sûr, elle retourne en tant que eau moins chaude, parce qu'une fois qu'elle a apporté son énergie calorifique, c'était le but. Le but, c'est de transférer l'énergie calorifique au milieu extérieur, au milieu ambiant, aux différentes pièces où on a allumé le chauffage. Bien sûr, il y a des vannes thermostatiques à chaque radiateur. On peut réguler, je veux dire, voilà, la quantité de chaleur au travers de vannes voilà, de vannes régulatrices. Alors maintenant, ceci étant dit, j'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin de connaître la puissance fournie au radiateur. Donc je vais l'appeler P fourni. Voilà. Je vais effacer le dessin après. Hein. Bon, je vais mettre les données en place. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de quoi? Ben, je prends le cas d'une chaudière et non plus d'un chauffe-eau. Hein. Je prends une chaudière ici. Donc je vais faire chauffer des radiateurs, par exemple. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai une chaudière. Voilà. Attention que chaudière, elle peut faire deux fonctions. Hein. Elle peut voilà, chauffer des radiateurs comme elle peut réchauffer de l'eau chaude sanitaire. Pour avoir voilà, une installation qui fait le double. Hein. Voilà. Double fonction, c'est ça que je veux dire, double fonction. Alors, j'ai besoin de la puissance fournie, j'ai besoin de la température d'eau chaude, température de sortie, hein, qui sera une température. Alors je mettais degrés parce qu'il y a le temps qui va apparaître. Hein. Dès le moment où vous mettez une puissance, la puissance, il faut la calculer quoi? Sur base de quoi? Il faut une base de temps. Hein. Il faut une unité de temps. Si vous n'avez pas d'unité de temps, ben, je veux dire, c'est difficile de parler, je veux dire, de consommation s'il n'y a pas de base de temps. Donc, ça veut dire que moi, je vais introduire la notion de temps et donc la notion de variable temporelle qui était. Donc, pour la distinguer de la variable température, ben, température c'était degré et temporelle c'était. Alors, ici, c'est la température de sortie, qui est le chaud. Hein. Voilà. Alors, et la température de retour, qui est la température, voilà, température froide, température, voilà, température de, je pourrais appeler ça température d'entrée,
je vais l'appeler entrée. Voilà, température d'entrée, température de sortie, puissance fournie, température de sortie, voilà, ou température chaude, ou température en entrée, température froide. Voilà. Donc vous voyez que j'ai déjà ça, c'est un petit peu comme l'exercice que je vous avais montré juste à l'instant concernant le prélèvement d'eau chaude d'un chauffe-eau. Voilà, un prélèvement d'une quantité d'eau d'un chauffe-eau connaissant sa puissance. Bon. Donc on va commencer à construire à partir de ça. Donc on a mis deux variables. Variable température de sortie, température de sortie et température d'entrée ainsi que la puissance fournie. Bon, le tout, ce qui est fondamental ici, il y a quelque chose de très très fondamental, et je vais vous le dire tout de suite, pour éviter de s'y perdre, je m'excuse, ce sont les unités. Attention aux unités. Ce sera là, je veux dire, voilà, pour calculer, ouais, qu'est-ce que je vais calculer? Parce qu'il faut savoir ce qu'on va calculer. Rappelez-vous que ici on calculait le débit, hein, combien de litres d'eau à 95 degrés par minute. Donc c'est un débit volumique par minute. Alors moi j'avais calculé en débit horaire. Hein. Je l'ai remis en débit horaire. Parce qu'ici on avait un petit débit par minute, donc je l'ai remis en débit horaire. Pour mieux voir les choses. Donc ici, qu'est-ce qu'on va calculer? Ben, ce qui nous intéresse, c'est le débit. Je vais mettre cette fois-ci un débit horaire, hein, plus par minute, ni par seconde. C'est-à-dire que je vais mettre un débit horaire. Volumique. Un débit volumique horaire. Volumique horaire. Alors maintenant, vous voyez qu'il y a ici, déjà dans les unités, certaines choses s'entrechoquent. Je vais vous en dire une. C'est que pour la température, la variable s'appelle T. T degrés. Hein, je suis en degrés Celsius, je vous le dis tout de suite. En Kelvin, c'est quand on fait de la thermodynamique. Je ne suis pas en thermodynamique ici, donc je n'utilise pas le Kelvin. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien distingué. En thermodynamique, on parle de chaleur molaire, de Kelvin, etc. Ici, je suis en thermodynamique physique, donc degrés Celsius, voilà. Mais quand je parle de masse, c'est en kilos. Et je ne parle pas de mole. Ouais, donc bien mettre ces unités, on n'utilise pas le Kelvin ici. Hein. Quand vous faites une installation de chauffage, on ne met jamais le Kelvin. Hein. Bon, celui qui fait ça, c'est qu'il n'a rien compris. Je veux dire, à quoi sert le Kelvin? Le Kelvin, c'est une température utilisant en thermochimie et en thermodynamique. Voilà. Mais ici, oui, on est en thermodynamique, mais physique. C'est-à-dire, on a le degré Celsius et pas le Kelvin. Alors, n'allez pas mettre des températures en Kelvin. De toute façon, 1 Kelvin vaut 1 degré Celsius. En variation de température. Si vous faites 30 degrés de variation de température, ben, 30 degrés en variation de température. Si vous avez de 20 à 50, mais il y a 30 degrés Celsius, mais aussi 30 Kelvin. Parce que en variation de température, l'échelle Kelvin, en variation, je veux dire, l'échelle Kelvin et degrés Celsius, c'est la même. Si ce n'est qu'il y en a une qui est décalée par rapport à l'autre, c'est juste ça. Voilà, il y en a une qui est négative, et l'autre, il n'y a pas de négatif. Voilà, l'échelle Kelvin, il n'y a pas de négatif. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et voilà. Donc, on ne va pas parler ici en Kelvin, il n'y a aucune raison de parler en Kelvin. Alors maintenant, je vous ai dit que ça s'entrechoque parce que j'ai une variable qui n'a rien à voir avec la calorimétrie, c'est le facteur temps. Voilà, le facteur temps. Mais il faut quand même l'intégrer ici parce qu'on parle de puissance. Voilà. Donc, le temps sera ici en unité de seconde, que je peux appeler aussi S pour seconde. Alors, je peux utiliser ce diminutif S ou SEC. Alors, bon, si vous voyez que j'ai mis S et pas SEC, ou si j'ai mis SEC à la place de S, vous comprendrez c'est les secondes. Hein. Bon, parce que je veux dire, voilà, normalement je dois respecter le SEC ou S, un des deux. Mais bon, maintenant il se peut que je me trompe et que je mette S à la place de SEC, mais vous le remarquerez et vous saurez que si je mets S, c'est les secondes. Voilà. Autre chose qui s'entrechoque, ben, ici on a affaire à de la thermodynamique. Mais physique. Thermodynamique physique. On est en thermodynamique, et je dirais même, on est en calorimétrie. On est en calorimétrie. Et je dirais calorimétrie physique. Oui, mais on est d'accord. La calorimétrie étudie les échanges de température. La thermodynamique étudie les notions d'énergie, notamment travail et chaleur. La calorimétrie est basée plutôt explicitement sur la chaleur, donc les échanges de chaleur. Voilà.
Par contre, ici, il y a quelque chose en plus. Il y a quelque chose en plus. Je vais vous montrer c'est quoi ce quelque chose en plus. C'est que on a une circulation. On a une circulation. On a une circulation. D'ailleurs, au départ, les premiers savants pensaient que bon, c'était un fluide calorique qui circulait. On a une circulation de fluide, et oui, de fluide palpable, qui est l'eau. Ben, si je prends le cas de l'eau, mais je prends ici, bon, dans ma formule, je vais mettre pour n'importe quel type de fluide. Hein. C'est vrai que la plupart du temps, quand on chauffe, on chauffe avec de l'eau, mais je vais mettre pour n'importe quel type de fluide. Voilà, ma formule sera valable pour n'importe quel type de fluide. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que oui, on a deux circulations. Une circulation de chaleur, c'est vrai que bon, les premiers savants pensaient que c'était un fluide calorique, mais il n'en est rien. Voilà, la chaleur est une forme d'énergie, point. Donc ici, bon, on sait en sentir ses effets, en voir les conséquences, mais on ne sait pas, voilà, l'avoir de visu. Bon, maintenant, la circulation, on a bien la circulation d'un fluide à l'intérieur, parce que si on a de l'eau, ben, l'eau circule. Mais maintenant, qui dit circulation de fluide, là, on change de domaine, encore une fois, et on se retrouve dans la mécanique des fluides. On est là, à ce moment, en mécanique des fluides. Ce qui veut dire que la mécanique de fluide possède ses propres variables. Et la thermodynamique possède ses propres variables, et la calorimétrie physique aussi. C'est pour ça que, quand je dis qu'elle possède ses propres variables, j'ai dû distinguer T degré qui fait partie de la thermodynamique d'une variable T qui fait partie de la physique. Donc, comme il y a, voilà, il fallait distinguer ça. Ici, il en est de même. Je devrais distinguer, voilà, généralement la chaleur, c'est Q. La chaleur, c'est Q. Voilà. Alors, le débit volumique, ben, c'est Q en, comment on appelle ça c'est Q pour la mécanique des fluides. Alors, pour éviter, je veux dire, un amalgame des deux grandeurs, mais le Q, ça va être la chaleur. Chaleur en joule, hein. Le Q, ça va être la chaleur. Voilà. Et pour distinguer le grand Q de l'autre Q qui est le débit volumique, ben ça, ce sera le débit volumique. Bon, je m'excuse, il faut bien faire une distinction comme avec le T, T degré et T seconde. Voilà. Et là, on aura Q, Q qui est la chaleur et Q qui est le débit volumique. Voilà. On a toutes les variables. J'ai toutes les variables. Alors, mes variables, je vais les reprendre. J'ai la température de sortie. J'ai ma température d'entrée. J'ai le temps en secondes. Au travers de quoi? Le temps, je l'aurai au travers de la puissance fournie. Mais derrière la puissance fournie se cache bien sûr justement une chaleur par unité de temps. C'est une chaleur par unité de temps. Une variation de chaleur par unité de temps. Voilà. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que j'aurai? Ben, j'aurai une puissance fournie par la chaudière qui va être transmise voilà, au radiateur. Bon, je vais partir du fait qu'il n'y a pas de perte de chaleur ici. Hein. Je vais faire un rendement de 100%. Ça, vous comprendrez que dans un premier temps, il faut bien que je mette une formule construite sur base de quelque chose. Je ne vais pas directement mettre les rendements. Hein. Le rendement, vous le faites après. Mettez un rendement après. Voilà, vous mettez un rendement après. Dans un premier temps, il faut construire une formule toute faite. Et puis après, si vous voulez mettre un rendement, vous mettez un rendement, il n'y a pas de problème. Tout comme je l'ai fait dans l'exercice. Hein. J'ai fait un exercice ici, mais j'avais intégré un rendement. Puisqu'en fait, ce rendement, il est là. Là, rendement 100%. Regardez qu'ici, j'ai une voilà, 1,6 kW de puissance fournie par la, comment on appelle ça, la source chaude, c'est-à-dire le chauffe-eau, parce qu'ici c'est un chauffe-eau. Voilà. Et en considérant que, bon, j'avais 100%, 1,6 kW, c'est 1600 watts. Maintenant, si j'ai une perte de 20%, ben j'ai plus de 80%, j'ai 80% de rendement, j'ai 1280 watts à la place de 1600. Ça veut dire que vous avez une chaudière de 1600, mais qui ne fait pas trop son travail à 100%. Hein. Voilà, il perd 20% sur son chemin. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez acheté une puissance de 1280 watts qui donne 100%. Mais bon, c'est vrai que c'est ça. Bon, c'est comme ça. Vous achetez ça, 1600 watts, mais ça, c'est vrai pour les voitures aussi. Hein.
Quel est le rendement d'une voiture? Vous achetez une voiture avec une telle puissance, vous n'avez pas toute la puissance. Il y a des énormes pertes mécaniques par frottement, par tout ce que vous voulez. Il y a, par chaleur, il y a des pertes énormes. Donc une voiture, le rendement thermique, voilà, le rendement de voiture est bas. Est bas par rapport à ce qu'il devrait être. Il y a d'énormes pertes, voilà, d'énormes pertes mécaniques au niveau d'un moteur de voiture. Donc quand on vous annonce une puissance, ben, c'est pas tout à fait la vraie puissance que vous avez. Ça, c'est des puissances théoriques. Hein. Voilà, enlever le rendement. Voilà, tenez compte du rendement, c'est ça que je veux dire. Bon, ceci étant dit, je vais remettre mes 100% ici. On a tout. On a tout pour fonctionner maintenant. Donc je peux démarrer. En voyant ce schéma, je vais l'effacer parce qu'il n'apparaîtra plus. Je vous le dis tout de suite. Donc à ce moment-là, regardez bien les variables que je vais tenir compte. Comme ça, je vais les tenir compte maintenant, tout de suite. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hein. Comme ça, bon, je reprends une nouvelle feuille. Voilà. Alors, de quoi a-t-on besoin? Je viens de vous le dire. J'ai besoin de la puissance que va fournir la chaudière. Bon. Alors, je vais appeler cette puissance P, grand P. Donc je vais appeler cette puissance grand P. Je ne sais pas pourquoi il ne me met pas. Voilà, grand P. La puissance que je devrais introduire qui sera. Je vais regarder. Après, je vais mettre. Voilà, la température. Je vais regarder après en quelle unité je vais mettre la puissance. La température. Bon, je vous ai dit qu'il y a une température d'entrée. Voilà. Et je devrais rentrer une température de sortie. Bon, ça, la température, il n'y a pas de 36 000 unités. Donc je vais rentrer en degrés Celsius. Voilà, la température d'entrée, température de sortie. Donc j'aurai un différentiel de température. Hein. Je peux le calculer directement. Voilà, je vais mettre le différentiel de température, qui est la différence entre la température de sortie, attention que c'est la température de sortie, moi la température d'entrée. Voilà. Ce qui veut dire que si je rentre 20-25 degrés ici, je vais rentrer 50, ben voilà, j'ai un différentiel de 25. Ici, je vais rentrer 78 degrés, j'ai un différentiel de 53 degrés. Voilà. En un temps de mouvement, j'ai le différentiel. La variation de température qu'il faudra élever pour chauffer voilà, le fluide. Alors maintenant, j'ai un fluide, je vous l'ai dit. Bon. Alors, si j'ai un fluide bien précis, je n'aurai pas forcément de l'eau ici, c'est ça que je vous dis. Quel type de fluide ai-je? Ben, il faudra connaître sa masse volumique. Voilà. Retournons à notre schéma. Donc, a-t-on tout? Donc, on a un fluide. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un fluide. Donc, on a une masse volumique ρ. Il faudrait que je le mette. Voilà. Donc, on a quoi? La puissance, je l'ai. Puissance chaudière, je l'ai. Température de sortie, je l'ai. Température d'entrée, je l'ai. Bon, la puissance fournie, je l'ai, hein, elle est là. Voilà, et voilà. Et maintenant, je vais introduire voilà, la chaleur par rapport à la variation de chaleur par rapport, voilà, c'est la puissance ici. Ces deux-ci vont me donner la puissance fournie. Donc, quelque part, dans la puissance fournie va être transmise complètement. Hein. Voilà, j'ai pas de perte, je vous ai dit. Je vous ai dit que j'ai pas de perte. Donc, la puissance fournie qui est ici va être transmise complètement, je veux dire, pour réchauffer la chaleur aux différents radiateurs. Ce qui veut dire que cette puissance fournie, ben, c'est la variation de chaleur. Voilà, c'est on aura juste un échange de chaleur. Hein. Voilà, on a un sous-système ici, comme j'ai toujours fait auparavant. Ça, c'est le sous-système 1. Voilà. Et ça, c'est le sous-système 2. Voilà. Et le système complet, c'est quoi? Le système complet, c'est toute l'installation.
chaudière compris avec les tuyauteries. Voilà. Donc le sous-système 1 qui reprend la chaudière, sous-système 2 qui reprend tous les radiateurs connectés à la tuyauterie, et l'échange de chaleur se fait ici. Donc ce n'est que tout simplement un échange de chaleur entre un sous-système 1 et un sous-système 2, c'est-à-dire que la chaudière va transmettre la chaleur. Bien sûr, lui, la chaudière est un convertisseur de chaleur, donc ce qui veut dire qu'il va prendre de l'énergie électrique ici pour la transformer en énergie calorifique ici, mais comme elle est en contact avec un système sous-système 2, ben elle va transmettre cette énergie calorifique à tout le système ici. Ça veut dire qu'on a juste un échange d'énergie. Ça veut dire que la puissance, la chaudière va apporter une énergie calorifique qui va être transmise directement de la, enfin, voilà, de la chaudière, du sous-système 1 au sous-système 2. Voilà. Tout va être pris en compte. Voilà, c'est un échange. Et je vous dis qu'il n'y a pas de perte. Donc je suis à un rendement de 100%. Donc tout va être transmis comme ceci. Voilà, je vais vous faire la transmission. Là, la transmission de chaleur, bien sûr. Voilà. Voilà la transmission, le sens de transmission. Voilà, du sous-système 1 vers le sous-système 2. Donc c'est juste une transmission. Donc toute la puissance de la chaudière va être fournie sous forme de chaleur. Mais attention que la puissance, c'est une unité, je peux le mettre en unité de temps. Je peux faire intervenir une unité de temps. Bon, ceci étant dit, si vous avez le schéma maintenant en tête, maintenant je peux commencer voilà, le traitement. Je vais commencer le traitement. Alors, pour ça, pour commencer ce traitement, je vais commencer par la fameuse formule de la calorimétrie. C'est-à-dire que je vais commencer par delta. On connaît la formule de la calorimétrie, delta Q. Bien sûr, delta Q, c'est Q final moins Q initial. C'est le Q du système final moins le Q du système initial. Alors, donc le système évolue vers d'une température T entrée vers une température T sortie. Voilà. Et donc on a une masse de fluide. Je vais généraliser, pas forcément pour de l'eau. J'ai un C du fluide et j'ai un delta T. Voilà. Alors, je vous rappelle que les unités ici, je vais prendre les unités. Je vous ai dit que les unités, c'est fondamental. Donc, il faut savoir gérer les unités ici parce que sinon, vous allez être perdu. Le tout, c'est de savoir gérer les unités quand vous faites des calculs de chaleur. C'est juste ça. Bien sûr, connaître les formules et les unités, parce que les unités, c'est là que vous pouvez faire voilà, des erreurs, des grossières erreurs. Alors, le delta Q, ben, il est en joule. Je vous rappelle que le symbole du joule, c'est J. Voilà. La masse, ben, si je prends en kilos, il n'y a pas de problème. Je peux prendre la masse en kilos, je peux la prendre en grammes si je prends un échantillon. Mais à ce moment-là, si vous la prenez en kilos, allez rechercher voilà, le C du fluide qui est en kilojoules par kilogramme par degré. Voilà. Prenez le C qui vaut ça. Alors maintenant, la température, bon, il n'y a pas 36 000, voilà, c'est degrés. Voilà, ça c'est déjà une chose. C'est déjà une chose. On va démarrer à partir de ça. On va débuter à partir d'une formule connue et surtout, je viens de vous dire, des unités. Des unités. Alors, je vous ai dit que je vais introduire la notion de puissance. Alors, pour introduire la notion de puissance, là-dessus, ben, il faut faire intervenir le temps. Le temps. Le temps en secondes. Le temps en secondes. Alors, on sait bien que, je vais vous redémontrer ça ici, P est égal à U fois I. Je prends en continu, hein, je ne réexplique plus en efficace, parce que j'ai expliqué suffisamment ça. Ici, c'est une tension continue et un courant continu, et une puissance continue. Je n'explique plus en efficace, parce que je l'ai expliqué plusieurs fois. Donc ça ne sert à rien de venir brouiller. Le but, c'est pas de venir expliquer la courant efficace, tension efficace ici, puisqu'en fait, j'ai d'autres choses à faire que ça. Et ça, j'ai envie de vous montrer qu'est-ce que c'est que la puissance, parce que je dois l'intégrer dans la formule de base qui est au-dessus, et qui est plus importante, voilà, puisque je dois démontrer la formule de dessus. Enfin, j'ai comme point de départ la formule de dessus,
Mais le P fois I, c'est juste un passage. Donc, je vais juste vous expliquer ça en vitesse parce que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc, U fois I, ben, c'est une puissance qui est 1 watt. 1 watt. Voilà. Alors, je vous rappelle que l'énergie électrique, c'est P fois T. Puissance fois le temps. Voilà, il y a une notion de temps temporel qui intervient dans l'énergie de consommation. Ou quand on fournit l'énergie, quand on la fournit à partir d'un générateur, ou quand un générateur consomme, ben, l'énergie est fonction du temps. Hein. Vous mettez 5 watts, 100 watts en combien de temps? 5 watts en 1 heure n'est pas 5 watts en 5 secondes. Hein. Vous allez payer, bien sûr, parce que pourquoi tout ça? Je vous ai dit, c'est une raison économique. Parce qu'il faut payer l'électricité. Voilà, l'énergie, ça se paye. Hein. Voilà, ça se paye. Pourquoi ça se paye? Je vais plus revenir sur les raisons pourquoi ça se paye, parce que je vous ai expliqué. On a dit qu'on a une source inépuisable d'énergie qui nous est donnée par la nature. On peut la même prendre dans l'espace pour autant qu'on sache le faire. Et quoi qu'on sait faire, déjà, prendre des énergies de l'espace, par exemple le soleil, hein, l'énergie solaire, on peut prendre l'énergie solaire de l'espace. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est pas ça. Je veux dire par là, pour qu'on paye, ben, c'est vrai que l'énergie est constante dans l'univers, c'est une forme colossale d'énergie qu'on a en possession, des renouvelables et des non renouvelables. Voilà, mais je vous ai déjà expliqué ça en vous disant que pourquoi on paye alors que c'est illimité au niveau énergétique, c'est parce qu'en fait c'est les installations qu'il faut payer et les hommes qui travaillent dans ces installations. Donc on paye les consommations. Voilà, et ne fût-ce que les taxes, et l'usage voilà, de la production, de la distribution de l'énergie. Donc tout ça se paye parce qu'il y a des hommes derrière. Et donc il faut payer les gens qui travaillent. C'est juste ça. Maintenant, si vous ne voulez pas payer, vous faites voilà, vous mettez une centrale solaire, mais vous allez payer quand même l'installation de départ. Et peut-être l'entretien, parce que c'est pas à vie, parce que l'être humain ne construit pas des choses à vie. Voilà. À vie qu'en plus que ce qu'on entend à vie, parce que même la Terre, je ne sais pas si elle va vivre, elle aura son temps de vie, la Terre. Et le Soleil aussi, l'univers aussi. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'à vie? Bon, qu'est-ce qu'un mouvement perpétuel? J'en sais pas plus, hein, parce que dès le moment où le temps s'arrête, il n'y a plus de mouvement perpétuel. Hein. Voilà. Et donc là, on a parlé de mouvement perpétuel, il faut parler d'un temps infini. Bon, est-ce que le temps est infini? Voilà, j'en sais pas plus. Voilà, là c'est d'autres considérations, je m'égare un petit peu. Donc ici, l'énergie consommée, ben, elle est fonction du temps. L'énergie fournie et consommée, parce qu'ici on aura l'énergie fournie par voilà, une source de chaleur et consommée par les radiateurs, qui est une charge. Les radiateurs sont des charges. Donc ce qui veut dire ici, on a quoi? On a 1 watt fois une seconde. Mais 1 watt fois une seconde, je vous ai dit que si je mettais S, rappelez-vous c'était seconde, hein, mais ici, bon, je me rappelle que seconde, je vais prendre SEC. 1 watt fois une seconde, ben, ça fait une énergie. L'énergie se mesure en joules, d'après l'unité du système international. Ce qui veut dire que la puissance, c'est une énergie par unité de temps. Donc, c'est-à-dire que 1 watt, c'est égal à 1 joule, puisque l'énergie est en joules par seconde. Voilà, on y est. On y est. Donc, je vais mettre le joule par seconde. Comment? Ça, je vais le laisser dans un premier temps, puis je l'effacerai parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Alors, le tout, c'est de mettre ici comment mesurer en joules par seconde. Mais si je mets des joules par seconde ici, ça veut dire que dans le membre de droite, il y a quelque chose qui va varier par seconde. Est-ce que c'est la température? Non. Est-ce que c'est la chaleur massique? Non plus. Est-ce que c'est la masse? Ben oui. C'est le débit. Ça, c'est un débit massique. Le débit massique, kilogramme par seconde, c'est un débit massique. Là, j'ai un débit massique. Débit massique, bien sûr, multiplié par la chaleur massique. Kilojoules par kilogramme et par degré. Bon, je pourrais mettre des moins 1, hein, bon, pour ne pas avoir de confusion. On sait bien que le C, la température est au dénominateur, hein, il n'est pas au numérateur. Hein. Voilà. J'aurais pu mettre kilo moins 1, C moins 1, voilà. Et seconde moins 1 aussi. On sait bien qu'ils sont au dénominateur, donc il n'y a pas de confusion là-dessus. Voilà, bon, fois
la température en degrés. Ouais. Ce qui veut dire qu'ici, je vais modifier ceci. Là, j'ai fait intervenir le temps. J'ai une base de temps, c'est ça que ça veut dire. J'ai delta Q sur T. C'est égal à la masse de fluide sur T, multiplié par le C du fluide fois le delta T. Delta T degrés. Je n'ai rien fait d'autre que diviser par un temps qui est l'unité de temps, la base de temps, qui est la seconde. Je comptabiliserai par seconde. Donc, pourquoi par seconde? Une fois que je sais comptabiliser par seconde, je sais comptabiliser par minute. Une fois que je sais comptabiliser par minute, je sais comptabiliser en heure. Que ce soit pour le débit, je peux avoir un débit voilà, massique. Une fois que j'ai le débit massique à la seconde, je peux trouver le débit massique à la minute. Une fois que j'ai le débit massique à la minute, je peux trouver le débit massique horaire. Voilà, donc il faut une base de temps qui est la plus petite base des bases, qui est la seconde. Généralement, la base de temps, c'est la seconde. On définit la seconde, qui est l'unité internationale, et sur base de ça, on va se baser sur ça pour définir voilà, la minute et l'heure. Alors, comment on a fait ça? On a fait delta Q divisé par T. Or, le delta Q divisé par T, c'est une énergie sur un temps, ce qui veut dire qu'on a une puissance. Voilà. Alors, la mesure se mesure en watts. Donc, là, je ne vais plus me référer à delta Q, mais à P. C'est une puissance. Je rentre une puissance. Voilà. Et donc, la puissance, c'est la masse du fluide par unité de temps. Le débit, j'ai un débit. Vous voyez que le temps est intégré, là. Hein, le temps est mis. Le temps est mis. Magnifique. En parlant de puissance, je parle de débit. Mais ici, pour l'instant, c'est un débit massique. Voilà. Après, je parlerai en termes de débit volumique. Par après. Donc, j'ai le C du fluide fois le delta T degrés. Voilà. Donc là, maintenant, on a une puissance. Bon. Il y a encore quelque chose qui choque. Et je vais vous le dire tout de suite, c'est au niveau des unités. Alors là, remarquez bien que j'ai des joules par seconde. Hein. Mais là, j'ai des kilojoules. Donc, ce qui veut dire que je vais harmoniser tout pour mettre en joules. Parce que je ne peux pas parler d'un côté en joules et de l'autre côté. Les unités d'énergie doivent s'harmoniser tout dans la même base qui est soit tout en kilojoules ou tout en joules. Hein. Ou tout en mégajoules ou tout en microjoules, tout ce que vous voulez. Mais on ne pouvait pas avoir des joules d'un côté, des mégajoules ou microjoules de l'autre côté du membre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des joules. Je vais garder en joules par seconde. Bon, les kilos. Là, on a toujours des kilogrammes par seconde. Et je vais multiplier par... je vais mettre tout en joules, ce qui fait fois 1000 joules. Alors, je vais faire fois 1000 joules, parce que 1 kilojoule c'est 1000 joules, mais ces 1000 là, je vais les mettre là. Avec, voilà, je vais le mettre ici plutôt. À côté de 1000 kilos. Comme ça, voilà, j'aurai sur base de 1000 kilos par seconde. En termes de 1000 kilos par seconde. Voilà, alors, par kilogramme et par degré Celsius fois des degrés Celsius. Voilà, on y est. On commence à construire. Hein. On commence à voir apparaître des choses. Donc, je peux avoir la puissance. Là, maintenant, je suis sur base de 1000 kg par seconde. Ce qui veut dire que maintenant que tout ça, j'ai intégré le temps, je peux vous dire que je peux enlever ceci. Hein. Voilà, j'en ai plus besoin. Mais on construit. On construit. Alors, je vais exprimer la puissance. Et là, tout à l'heure, je cherchais en quoi je pourrais mettre la puissance. Voilà, parce qu'il y a plein d'unités de puissance. Le problème est là. Alors, je vais l'exprimer sur base d'une heure. Sur base d'une heure. Voilà. Donc, je vais l'utiliser. Je vais
l'énergie, la puissance sera sur base d'une heure. Donc je prends, parler en termes de wattheure, une consommation, si vous voulez, en wattheure. Alors ça, c'est la puissance fournie sur une heure. Hein. La puissance fournie sur une heure. Et bien sûr, ce sera celle fournie, ce sera celle qui sera consommée, parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas de perte dans un premier temps. L'échange sera, ce que vous allez fournir sera consommé. Voilà. Par contre, ici, CTRL V. Voilà. Mais le fluide, c'est par exemple de l'H2O. Par exemple. Hein. Bon, la masse volumique, c'est ρ. La masse volumique, c'est ρ. Je peux mettre ρ. Hein. Masse volumique, c'est ρ. La masse volumique, c'est ρ. En général, on l'appelle ρ. En physique, c'est comme ça. Voilà. Masse volumique du fluide, hein. Voilà, qui est de l'H2O ici, dans ce cas-ci. Si j'avais pris de l'H2O, du fluide. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, puissance fournie en une heure. Je vais mettre en wattheure. Alors, pour avoir en wattheure, comment faut-il faire? Je peux rentrer la puissance ici. Hein. Je rentre la puissance. Voilà la puissance. Voilà du, comment on appelle ça, du générateur. De la chaudière. Voilà, générateur, chaudière, chauffe-eau. Voilà, je vais la rentrer ici. En watts. Pour l'avoir en wattheure, ben, par exemple, si je rentre, je peux même la mettre en kilowatts. Hein. Ici, je vais la mettre en kilowatts. Vous rentrez en kilowatts. Voilà. Par exemple, je vais mettre 2000 kilowatts. Ben, on va la mettre en watts. En watts. Voilà. Alors, 2000, mais ça fait combien de kilowatts? Ben, c'est ceci divisé par 1000. Non, je m'excuse, je me suis trompé. C'est 2 kilowatts. Et là, c'est le contraire. C'est égal à 2 kilos, c'est 1000. Donc, je fais fois 1000. Voilà. Ce qui fait 2000 watts. Par contre, ici, je vais mettre un séparateur. Voilà. Donc, 2 kilowatts, c'est 2000 watts. Maintenant, si vous utilisez ceci pendant une heure, ben c'est ce que vous aurez l'énergie consommée pendant une heure. Ce qui veut dire, comme on parle en termes de secondes, c'est 3600 secondes. Voilà, et vous avez là en wattheure. « 7 200 000, on est vite, voilà. Donc je peux le mettre en kilowattheure si vous voulez. Parce que c'est un peu trop grand. Je vais mettre en kilowattheure. Voilà. Donc celui-ci, je vais diviser par 1000 pour l'exprimer en kilowattheure. Et là, j'ai 7200 kilowattheure. Voilà, 7200 kWh. Donc ça commence à se construire. On a la puissance du générateur donnant en kilowatts. Voilà.
je vous le remets en watts. J'ai la puissance fournie sur une heure, 7 200 000 Wh, et je vous remets en kWh. J'ai température d'entrée et sortie, voilà, on a quasiment tout, et j'ai la variation, voilà, de température. Ah, le fluide, on sait bien que c'est... Bon, j'ai pris de l'eau ici. Et la masse volumique, ben, comme c'est de l'eau, c'est 1. Je vais le mettre en... Voilà, la masse volumique de l'eau, c'est environ 1. Alors, bien sûr, pression atmosphérique à une certaine température. Voilà, c'est 1 kg par 1 kg par décimètre cube. Un kilogramme par décimètre cube. 1 kg par litre, si vous voulez. Voilà. Donc là, on a 1 kg par litre. Parce qu'un décimètre cube, c'est 1 litre. 1 kg par litre. Voilà. Vous voyez qu'on commence à construire petit à petit, bon, ceci. Alors je vous ai dit qu'on travaillerait en wattheure, parce que pour l'instant il est en watts. Hein. Voilà, j'ai des joules secondes. Je rappelle qu'ici les joules secondes, P, je vous ai dit tout à l'heure que l'énergie est égale à la puissance. Je vais recommencer par l'énergie. Je rappelle, c'est l'énergie, c'est égal à la puissance fois le temps. En d'autres termes, ça c'est la puissance, c'est U fois I, hein, rappelez-vous. U fois I, c'est la puissance. Mais comme il y a le temps, c'est U fois I fois T. Hein, voilà. Et donc je vous ai dit que si je fais E divisé par T, mais j'ai la puissance. Ça veut dire que 1 watt, qui est la puissance, c'est égal à 1 joule par seconde. Et si je veux en wattheure, ben, ça fait 1 joule fois 3600 secondes. Et là, j'ai 1 wattheure. Bon. Mais le problème ici, je ne suis pas en wattheure, je suis en watts. Joule par seconde, c'est des watts. Hein. Alors maintenant, pour avoir un wattheure, je vais le multiplier par 3600. Voilà. Bon, mais maintenant, faisons très attention à ça. Donc, là j'ai la puissance en watts. On va le mettre ici. Égale 1 watt. Et je vais introduire ce fameux 3600 là qui est là pour l'avoir en wattheure. Voilà. Je vais diviser ça. Voilà. Je reprends ceci. Je vais faire 3600 fois 1 joule seconde. Fois 1 joule par seconde fois 3600 secondes. Et là, si je fais fois 3600 joules par seconde, j'ai 1 wattheure, non plus 1 watt. Voilà, là je suis sur base d'un wattheure. Voilà. Alors, je peux commencer à faire mes transformations, hein, ma transformation de formule, et j'introduirai par après. Voilà. Ce que je cherche, il ne faut pas oublier ce qu'on recherche. Hein.
Ce qu'on recherche, c'est le débit. Q. Le débit. On recherche le débit. Ici, j'ai toutes mes variables. Hein. Toutes mes variables sont là. C'est la puissance générateur. Voilà, puissance fournie sur une heure en wattheure. Voilà. J'ai la température d'entrée, température de sortie, mon delta T, le type de fluide et la masse volumique du fluide que je vais intégrer par après. Pas tout de suite. Voilà. Pour l'instant, je suis en kilos. Je suis en kilogrammes ici. Voilà. Et après, je verrai comment mettre sous une autre unité, passer de la masse, voilà, en litres ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va regarder ceci. Qu'est-ce qu'on recherche? Le débit. Or, le débit, il est là. Le débit, c'est la masse du fluide par rapport à un temps. C'est un débit. Hein. Ça, c'est un débit. Comme je travaille ici, pour l'instant, je suis en kilos. Ben, voilà, je suis en débit massique. Kilogrammes par seconde. Non, en débit massique. Bon, ben, on va rechercher ce débit-là. Hein, c'est ça qu'il faut rechercher, justement. Donc, on a la masse du fluide par unité de temps est égale à la puissance divisé par le C du fluide. C'est ce que j'ai fait dans l'exercice précédent. C'est exactement ça. C du fluide fois le delta T degré. Bon, alors, delta T degré, il n'y a aucun problème. Je l'ai. Delta T degré, je l'ai. Le C du fluide, attention qu'il est donné, le C du fluide, ouais, je ne l'ai pas mis, le C du fluide, il est en joules par kilo par degré. Hein. Je l'ai transformé en kilojoules par kilo et par degré, je l'ai remis en joules par kilo et par degré. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'ai besoin du C du fluide. Voilà, qui est en joules par kilogramme et par degré. Et attention qu'il faudra le donner absolument en joules. Parce que j'estime que j'ai remis tout en joules. Et pas en, voilà, dans la formule ici, je l'ai mis en joules et pas en kilojoules. Parce que le 1000, je l'ai fait passer ici. Regardez. Là, j'avais des kilojoules. J'avais des kilojoules ici. Là, j'avais des kilojoules ici. Je suis repassé en joules. Mais en mettant un facteur 1000. Mais le 1000, je l'ai intégré avec voilà, 1000 kilos. Je vais vous dire pourquoi après. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, ouais, ici, ce 3600, j'ai oublié de le mettre là. Hein. Ouais, j'ai passé une étape un peu trop. J'étais un peu trop rapide. Donc, ce 3600, je l'ai oublié de l'intégrer dans la formule. Je m'excuse. Bon, je vais recommencer. Ce 3600 là, je l'ai oublié. Je dois faire 3600 P. 3600 fois P. Là, on est bon. C'est égal à la masse du fluide fois le C du fluide fois le delta T. Voilà. Là, on est bon. Maintenant, je peux parce que j'avais oublié de mettre ce 3600 là, justement, si je l'ai mis là, c'est qu'il faut mettre de l'autre côté. Hein. Voilà. Mais, à partir d'ici, en faisant 3600 en P, je suis en wattheure. Hein. L'expression sera évaluée en wattheure. Voilà, une fois que vous mettez ça, vous n'êtes plus en watts, mais en wattheure. Puisque j'ai fait fois 3600. Alors, je vous ai dit qu'ici, on va... Ouais, j'ai oublié le T ici. Masse du fluide sur T. Hein. Voilà. Maintenant, je vais sortir ce débit. Masse de fluide. Sur T est égal à 3600 P
J'avais dit tout à l'heure que c'était une histoire d'unité, hein. C'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention, parce que c'est une histoire d'unité, rien de plus. C fluide fois delta T. Voilà. Bon, il ne nous reste plus qu'à gérer, voilà, cette masse de fuite. Cette masse de fuite. Parce qu'elle est donnée sur base, cette masse de fluide est donnée sur base de, voilà, 1000 kilos. Et donc, ça, c'est une base sur 1000 kilos, une base de 1000 kilos. Bon, et le temps. Le temps, on va mettre déjà le temps. Ici, le temps. En quelle unité est-on? Quelle est la base de temps? Ben, on en met 3600 secondes, c'est sur base d'une heure. Hein. Voilà, 3600 secondes, c'est une base d'une heure. Donc, je vais écrire sur base d'une heure. C'est la masse de fluide par heure. Donc, j'ai directement le débit horaire. Là. Masse de fluide. Mais attention que je suis sur base de 1000 kilos. Hein. Donc, il faudra faire attention à ça. Fluide divisé par pour une heure. Voilà, une heure. C'est égal à il y a des choses qui sont en dessous. Soyez patient parce que c'est vrai que ça se construit, mais bon, je suis proche de la fin. Hein, voilà. Le problème, c'est qu'il faut tout faire attention à tout, et voilà, ça se construit petit à petit. Hein. On ne construit pas, je veux dire, un immeuble voilà, du jour au lendemain. Il faut construire petit à petit, et c'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, la masse de fluide, c'est par rapport à une heure. C'est une base de temps d'une heure, et puis en secondes. Parce que j'ai pris 3600 pour avoir des watts-heures, et watts-heures, c'est pour une heure. Hein. C'est la masse de fluide par rapport à une heure de temps. Donc, c'est égal à 3600 P divisé par le C du fluide fois delta T. Alors, il ne reste plus qu'à gérer cette masse de fluide. Hein. Parce que le C du fluide, on sait bien qu'il est le C du fluide en joules par kilo et par degré. Voilà. Je vais remettre ici. Joules par kilo et par degré. Voilà, ça c'est le C du fluide. Il est en joules par kilo par degré. Donc les unités qui m'intéressent ici, je vais vous les montrer. Pour ne pas voilà, avoir d'amalgame avec tous ces mélanges là de valeurs, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est les watts-heures. Donc déjà cette valeur-là, elle va m'intéresser. Voilà, je vais exprimer en watts-heures. Ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est la variation de température directement ici, hein, parce que voilà, je vais rentrer T1, T2, il n'y a qu'une seule température, donc ça on ne sait pas se tromper. Le fluide ici, et là on sera en joules par kilo et par voilà. Par exemple, si je rentre de l'eau, je vais vous montrer, l'eau c'est 4,18 joules, 4,18 kilojoules. Ce qui veut dire qu'on a 4180 joules. Voilà, c'est 4,18 kilojoules par kilo. Donc quand je mets en joules, c'est 4186. Donc vous devez introduire 4186. Voilà. Alors maintenant, il reste encore cette fameuse masse volumique qu'on va prendre en compte. Voilà, il faut encore un petit peu réfléchir avant d'aboutir au résultat. 3600 P fois C. Donc le C du fluide, on a l'unité. Le delta T, on a l'unité. 3600 P, P,
étant donné, le P, il est donné, attention, que le P est en watts. Le P est en watts. Je devrais rentrer le P en watts. Parce que quand il fait 3 fois 3, quand je fais 3600 fois P, ben, c'est 3600 watts fois. Donc le P il est en watts. Donc ici, il y a encore quelque chose à modifier. Oui, on va prendre ça en. Ouais, mais c'est pas celui-là. Je m'excuse, ici c'est pas celui-là. Il faudra prendre. Je devrais introduire celui-là. Parce que dans la formule, je veux faire x 3600 directement. Donc, comme 3600 il a déjà été multiplié pour avoir des watteurs ici. Donc c'est celui-là que je vais prendre en compte. Voilà, je devrais rentrer celui-là. Parce que je vais mettre le 3600 dans la formule, hein, voilà, donc, pour calculer le Q. Voilà. Bon, revenons. Voilà. Est-ce que ceci est bon? Oui. Delta T, il est bien en degrés Celsius. Le C du fluide, il est en joule par kilogramme et par degré. Celui-ci, il est bien en degrés, ok. Le P il est en watts. Là, c'est ça, 1 joule par seconde, c'est watts. Alors dans ma formule, je vais multiplier par 3600 pour l'avoir en wattheure. Voilà, donc ça, je suis obligé de mettre ça dans ma formule. Ou alors je calcule directement par rapport au wattheure. Bon, mais j'ai décidé que je vais rentrer la puissance et que je vais multiplier par 3600 au travers de la formule. Bon, et là je l'ai sur une base d'1 heure. Voilà. Et il reste plus que ceci. Là je suis en 1000 kilos. En 1000 kilos. Ça veut dire qu'ici j'ai ceci. Je vais vous montrer. J'ai une base de 1000 fois une masse M' de fluide pour 1 heure. Et ça, c'est la masse de fluide. Bon, on sait bien que la masse volumique, ρ, c'est une masse sur un volume. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? Moi, j'ai une masse sur un volume est égale à la masse volumique, des kilogrammes par décimètre cube, voilà, kilogrammes par litre. Donc, je vais l'exprimer en termes de volume. Alors, en termes de volume, M égale ρV.
Voilà. Donc le volume, c'est M sur O. Là, on est en kilogrammes, kilogrammes par décimètre cube. Si je prends l'eau, c'est 1 kg par décimètre cube. Voilà. Donc, la masse, c'est je dois diviser par où? Voilà. Alors, il faut que je fasse de la place. Je vais faire ça ici. Alors, la masse, c'est V. La masse, c'est M'. Alors, je dois diviser par O pour avoir le volume. Bon. Et ça, c'est sur une base de temps d'1 heure. Bon, je ne vais pas le faire comme ça parce que c'est vrai qu'on risque de ne pas comprendre. Je vais l'écrire complètement et puis on verra bien. Donc ça fait 3600 P divisé par... Je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais l'écrire comme ceci. Donc là, c'est 1000 fois M fluide. Voilà. 3600 P voilà, 3600 fois P. Alors je vous disais qu'au dénominateur, on aura voilà, ce qui est là, ce que vous voyez là, c'est juste ceci. C'est ceci. Je l'ai réécrit, voilà, explicitement comme c'est. Mais maintenant, la masse de fluide, je dois diviser par eau pour avoir le volume. Donc, mais si je divise par eau, je dois le faire dans les deux membres. Là, je divise par eau. Là, je divise par eau. Voilà. Maintenant, là, ici, j'ai une masse de fluide
sur O. J'ai bien mon volume. J'ai 1000 fois le volume. Donc j'ai 1000 fois le volume pour 1 heure. Un volume par heure. Donc là j'ai, si vous voulez, un débit volumique. Attention qu'il y a une multiplication par 1000. Je vais résoudre ce problème-là. Donc ça qui fait 3600. Là, je n'ai pas besoin de recopier la suite. Il suffit de faire un copier-coller. On a ceci. Voilà. Alors maintenant, c'est de voir les unités. Je vous ai dit que là les unités étaient de la masse volumique en kilogrammes par décimètre cube, c'est-à-dire en kilogrammes par litre. Un kilogramme par litre. Ce qui veut dire que le V, il est en litres. Le V ici est en litres. Si la masse volumique est donnée en kilogrammes par décimètre cube, voilà, bien, le volume, la masse volumique, c'est aussi des kilogrammes par litre, parce qu'un décimètre cube, c'est 1 litre. Voilà. Ce qui veut dire que le volume, il est donné en litres. Ce qui veut dire que ce volume-là, il est en litres, mais j'ai un facteur 1000. Ce facteur 1000 litres, c'est 1 mètre cube. Voilà. Donc là, ça veut dire que le volume est en mètres cubes. Donc maintenant, je vais enlever le 1000, puisque je vais le mettre en mètres cubes. Je n'ai pas de facteur 1000 qui entre en jeu maintenant. Il n'y a plus de facteur 1000. Je suis en mètres cubes, je ne suis plus en litres. Voilà. Et la formule est valable ici. Elle sera valable comme ceci. Ce qui veut dire que, attention, que le rho, il est en kilos par litre. Vous voyez, ça va être la même chose ici. Hein. Donc je peux introduire celui-ci. Voilà, kilo par litre. Donc, ce sera celui-ci qui va m'intéresser. Et voilà, il me reste plus que le volume. Le volume de fluide. Voilà, le volume de fluide. En mètres cubes. Voilà, donc c'est le volume que je devrais introduire, voilà, en mètres cubes pour être appliqué dans la formule, bien sûr. Voilà. Et là maintenant je peux calculer le dB. Voilà. Et le dB, la formule c'est celui que qui est là. Voilà la formule pour calculer le dB. Donc c'est un dB, voilà, en mètres cubes par heure. Voilà, le dB maintenant on sait qu'il est en mètres cubes par heure. Donc en introduisant les données là, je dois rentrer la puissance ici. Enfin, je peux mettre la puissance là, c'est pas ça, je vais mettre 2 kW, 1 kW. Il va me calculer ceci en watts, et c'est ça que je vais utiliser, c'est le watt. Là, je vais rentrer les températures, il va me donner le différentiel de température. Je dois rentrer le nombre de mètres cubes, par exemple 0,5 mètres cubes. Voilà, la masse volumique ici c'est de l'eau, si c'était un autre fluide, il faut mettre la masse volumique de l'eau, du fluide, d'un autre fluide. Ici, il s'agit de l'eau. Hein. Voilà, j'ai de l'eau, donc la masse volumique de l'eau c'est 1. Voilà, le C du fluide c'est 4186, c'est de l'eau, donc le C de l'eau on connaît. Et là maintenant je peux calculer le débit volumique horaire au travers de la formule que je viens de mettre ici. 3600 P, la formule est là, 3600 P. Voilà, ben on va calculer ça. Donc, c'est égal, je vais mettre une parenthèse, 3600 fois P. Attention que c'est ce P là en watts, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est
C'est là que je calcule, parce que je fais fois 3600. Si je fais pas fois 3600, je vais aller rechercher en wattheure. Donc je vais aller chercher celui-ci. Si j'omets le 3600, je vais prendre en wattheure. Mais ici, comme je suis en watts, ben, voilà, je vais utiliser, je dois faire fois 3600. Alors si je ne veux pas faire fois 3600, ben, j'utilise directement la valeur en wattheure. Bon. Alors, donc je vais utiliser le 2000. Je vais recommencer. Je vais d'abord enregistrer. Voilà. Donc c'est clair et net. Si je n'utilise pas dans la formule 3600, si je bannis le 3600, ça veut dire que je dois mettre le P en wattheure directement. Le P en wattheure. Maintenant, si je mets le 3600 en tant que facteur, ça veut dire que je travaille en watts. Le P est en watts. Or, moi, je vais mettre 3600 dans la formule. Donc, j'ai mis en bleu parce que je vais utiliser les watts et non pas les wattheures. Donc, je vais introduire le facteur 3600. Bon, ben, on va faire le calcul. Est égal à 3600 fois la puissance en watts, parce que je vous ai dit que j'utilisais le 3600, divisé par la masse volumique qui est en kilogrammes par litre. Ici, comme c'est de l'eau, ça va pas beaucoup jouer parce que ça fait 1, fois le C du fluide en joules par kilo et par degré, fois le différentiel de température qui est de 53 degrés ici. Et voilà le débit, 32 mètres cubes par heure. Voilà comment calculer un débit volumique d'une installation. Voilà, débit flux. Donc je vous rappelle que le Q, c'est le débit du fluide thermique. Débit du fluide thermique. Alors, donc ça veut dire qu'il va sortir un débit de chaleur donné par ceci. Alors maintenant on peut s'amuser, une fois que la formule est faite, bon maintenant il suffit d'introduire les données. Je vais mettre voilà, 1,5 kW, ce qui fait 1500 watts. Voilà, je vais faire chauffer de 25 à... bien sûr il n'y a pas de perte, hein. Je peux introduire un rendement aussi, mais voilà, je ne le fais pas. Je vais monter jusqu'à une température de 55. Voilà, on va faire monter voilà, de 16 degrés à 55. Voilà, différentiel c'est 39. Alors le volume du fluide, on va mettre 1 mètre cube. 1 mètre cube c'est beaucoup. Je vais mettre 0,14 mètres cubes. La masse volumique, c'est l'eau. Hein. Donc il y aura deux constantes si vous utilisez. Il y aura la constante. Ici, si vous utilisez de l'eau, on aura deux constantes. Hein. Il ne faudra pas toucher à ceci, à 1 kg, parce qu'en fait, c'est une constante, mais 1 kg par litre, la masse volumique de l'eau. Et le 4186, c'est une constante aussi. Bon, il y a 1% de variation, je vous montrerai qu'il y a 1% de variation, mais ça ne change pas des masses. Donc on peut la considérer comme constante. Tout comme le 1, il n'est pas constant aussi. Hein. Bon, c'est 1,00, je pourrais vous donner. Voilà, il peut. Voilà, il fait pas 1. 1, c'est pas 1, c'est 1,00 quelque chose. Voilà, 4186, il varie légèrement aussi. De 1%, donc autant dire qu'il ne varie pas. Donc on les maintient constants, ces deux-ci, parce qu'on a pression atmosphérique. Ah, attends. On a pour celui-ci, on est de 0 à 100. Donc il ne bougera pas, de 0 à 100. Et là, on a un débit de fluide thermique, que je vais marquer d'ailleurs ici. Bon, les charges ici, ce sont des radiateurs. Hein, bon. Voilà, les charges, ce sont les radiateurs. Et la source, c'est bon, c'est la chaudière. C'est la chaudière.
donc, si on a une installation, je sais pas moi, de 5 kW, 20 kW, 10 kW, peu importe, 10 kW, bon, c'est quand même une grosse puissance, 10 kW. Voilà, la température est très bonne. Bon, ça en a une très petite variation de température. Donc on va chauffer une quantité, ça va se chauffer très vite, hein, parce que bon, le différentiel de température étant petit. Voilà, le volume du fluide, bon, le fluide c'est de l'eau. On a une petite quantité de, voilà, de volume voilà, qui est réparti dans l'installation. Eh bien, on aura un début thermique de 220,5152 mètres cubes par heure. Le chaleur qui va être, je veux dire, voilà, en volume horaire, ce que voilà, on va voir comme chaleur qui va être répartie. Bien sûr, chaleur qui est. Oui, les premiers savants, ils disaient quoi? Ben, que le fluide était un calorique. Donc que le fluide était palpable, avait une consistance. Mais apparemment, ils oubliaient quelque chose. C'est que le fluide était contenu dans un. Enfin, je m'excuse, ils disaient que la chaleur était un fluide calorique. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que la chaleur était contenue dans une substance. On va dire que la chaleur était consubstantielle. Consubstantielle. Ça veut dire que la chaleur faisait partie d'une substance. Voilà. La chaleur est inclue dans une substance et puis l'échange. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le C substance et on a une masse de substance. Voilà. Parce que la chaleur est dans cette substance-là. Et c'est qui va, on va dire, qu'est-ce qui va bouger, qu'est-ce qui va se transmettre d'un point A à un point B, c'est la substance. Et donc la substance possédant de la chaleur, ben, fatalement, la chaleur va être transmise. Donc le fluide calorique, quelque part, ce qu'ils appelaient fluide calorique, ben, ils pensaient que la chaleur tout seul était un fluide calorique, mais non, la chaleur n'était pas un fluide calorique. La chaleur, on va dire, nécessite un porteur. La chaleur nécessite un porteur. Donc nécessite une substance qui va la porter d'un point A à un point B. Ce qui veut dire que, bon, qu'est-ce qui va transporter la chaleur ici? Ben, c'est l'eau. Pourquoi mettons de l'eau? Ben, parce que pour amener l'eau d'un point A à un point B. Maintenant, l'eau, la chaleur peut se transmettre au travers de l'air. Hein. Voilà, on crée une poussée d'air chaud d'un point A à un point B. Donc la chaleur, pourquoi elle va aller d'un point A à un point B? C'est parce qu'en fait, on a voilà, de la chaleur qui va transporter, enfin, on a de l'air qui va transporter de la chaleur. Si on prend voilà, un morceau de fer, il brûle. Je veux prendre le morceau de fer qui va aller d'un point A à un point B. Ben, s'il était brûlant au point A, ben, il sera toujours brûlant au point B. Enfin, si je fais une courte distance et qu'il est fort chaud. Ça veut dire que la chaleur en même temps était transportée. Pour aller du point A, la chaleur était en A, en même temps que le fer était en A. Le morceau de fer est en A. Transporté en B, il est toujours chaud parce qu'on fait une courte distance. Et bon, la chaleur est tellement vive que bon, sur une courte distance, on a toujours une chaleur forte. Mais la chaleur se retrouve au point B. Mais pourquoi? Parce qu'elle se trouve sur le corps qui est le fer chauffé. Donc en fait, quelque part, pourquoi la chaleur est passée de point A au point B? C'est parce qu'en fait, le corps contient cette chaleur-là. Et c'est comme le corps, je veux dire, voilà, le corps passe d'un point A à un point B, ben, la chaleur va passer d'un point A à un point B. Donc la chaleur a été transportée parce que le fer a été transporté et que la chaleur est dans le fer. Donc, quand les savants disaient qu'avant, euh, la chaleur était un fluide calorique, mais non, c'est parce que le fluide, la chaleur, était déjà dans un corps. Et ce corps agissait en tant que fluide transporteur. Donc, et la preuve en est que, comment ça se fait qu'il faut mettre de l'eau dans une installation? Ben, c'est parce que l'eau, il faut la faire passer d'un point A à un point B. Et donc l'eau, on va la mettre avec une certaine chaleur et on va la transporter d'un point A à un point B. C'est juste ça. Maintenant, à la place de l'eau, on peut mettre de l'air. Hein. On peut faire une poussée d'air chaud. On transporte l'air d'un point A à un point B. Si elle transporte de la chaleur, cette air, ben, cette chaleur, l'air à une chaleur donnée à un point A va être distribué, envoyé vers un point B, cette air, et donc va restituer cette chaleur-là au point B. Donc quand on dit fluide, oui, fluide ici, c'est un fluide
C'est un véritable, l'eau ici est un véritable fluide calorique ici. Ce qu'ils appelaient fluide calorique, quelque part, bon, n'était pas la chaleur, le fluide calorique. Mais dans ce cas-ci, le fluide calorique, fluide, parce que l'eau, c'est un fluide. Hein. Qu'est-ce qu'un fluide? C'est un liquide ou un gaz. Mais pourquoi je dirais fluide calorique? Parce que l'eau transporte de la chaleur. Donc ici, la notion de fluide calorique porte bien son nom. Les savants ne s'étaient pas trompés, si ce n'est qu'ils ont mal défini les choses peut-être. Les savants d'avant, bon, fluide calorique, qu'est-ce que c'était? La chaleur? Ben non, c'est le fluide calorique. Ben, apparemment, ils auraient dû corriger ça en disant que le fluide calorique, ben, c'est le fluide qui transporte la chaleur d'un point A à un point B. Donc lui, il est fluide et en même temps, il est calorique parce qu'il transporte la chaleur. Voilà, mais peut-être les a-t-on mal compris. Dans le fluide calorique, ben, effectivement, il y a un transport de chaleur. Parce qu'en fait, voilà, dans ce cas-ci, il y a un fluide. Le fluide qui va transporter la chaleur. Mais il n'y a pas qu'un fluide qui peut transporter la chaleur, je vous l'ai dit. Si je prends un bout de métal chaud, je vais d'un point A à un point B, ben, voilà, la chaleur va être du point A au point B, parce qu'il est sur le métal. Et comme le métal s'est déplacé, ben voilà. Voilà, ceci étant dit, ceci termine ma vidéo donc, concernant le calcul d'un débit volumique horaire, hein, un débit volumique horaire, connaissant bien sûr la puissance du générateur de la source de chaleur qui va transmettre une puissance donnée en watts. Voilà, il faut absolument la rentrer en watts, d'une variation de température donnée en degrés Celsius et d'un volume de fluide donné en mètres cubes. Voilà. Et à partir de là, on a des constantes qui sont, si c'est un fluide donné, on a des constantes. Parce que la masse volumique du fluide ne bougera pas. Et le C du fluide ne bougera pas dans une zone de température. Donc, ça veut dire qu'on aura deux constantes. Et c'est rien la puissance fournie par la source et la variation de température qui est nécessaire à apporter, et le volume de fluide qui fera en sorte que on aura bien sûr un débit de fluide thermique. Voilà. Mais là se cache bien sûr la notion de Q est égal à MC delta T, bien sûr. Hein. Voilà. Donc la relation générale de la chaleur. C'est à partir de delta Q est égal à MC delta T qu'on trouve ça. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup.